Salut à tous et bienvenue dans l'émission 9 de la saison 2 du PPG et merci aux 16 000 followers qui suivent notre chaîne. Incroyable, hein, non ? Oui. Moi je reste sans voix. Et c'est lui qui perd son micro. Ce mois-ci, nous nous intéressons à l'univers de l'imaginaire à l'étranger, car nous avons plein d'amis geeks dans plein de pays du monde. Voilà. Alors, pour le programme... Pourtant, on n'a pas encore sorti le cidre. Non, on est au Lipton Tonic. Alors, pour le programme de cette émission 9, nous commencerons cette émission par Julie. Allô. Tu vas nous emmener dans des endroits bien étranges. Oui, on va faire un petit tour non exhaustif des musées un peu étranges en Europe et même un petit peu plus loin. Et les endroits où j'ai été, donc vous verrez des fois ma tête sur les photos, voilà. Vous inquiétez pas. Ensuite, nous nous intéresserons à une série de nos amis japonais qui sont aussi étranges des fois. Oui, tout à fait. C'est dans leur gène, je pense. Paranoïaque et gent. D'accord, on va voir ça tout à l'heure. Un petit quiz sur les extraterrestres, hein, qui sont aussi des étrangers. Tu vous éclates, c'est vrai. J'adore les extraterrestres. Ils éclatés. Julie, la violente. Ah bah, toujours, moi compète. Hein. Et qui dit beau temps, enfin normalement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas terrible. Ouais. Qui dit beau temps dit festival. Alors, Bula, tu nous présenteras des festivals geeks à travers le monde. Voilà. Moi, je vais vous faire voyager, mais à travers l'Europe, en fait. Je me suis cantonnée à l'Europe, et puis donc on va aller voir... D'accord. Et nous finirons par les news et une chouette bande-annonce surprise. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. Alors, commençons par Julie. Où vas-tu donc nous emmener aujourd'hui ? Alors pour démarrer, on va pas aller très loin parce qu'on va rester à Paris. Ça commence bien. Mais par contre, on démarre direct par le plus dégueu, comme ça, voilà, vous serez vaccinés pour la suite. Alors, moi j'ai une petite passion. Voilà, quand je vais en vacances, souvent quand je vais dans une nouvelle ville, une nouvelle région, je regarde les musées les plus bizarres qu'il y a à aller visiter. Voilà, c'est un peu mon truc. Et j'ai une passion, c'est l'anatomie pathologique. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des trucs, c'est un bras sur la tête, ce genre de choses. Non voilà, exactement. Ouais. En fait, c'est des soit c'est des maladies qu'on peut mettre en bocaux, donc comme des tumeurs ou des cancers ou des malformations, ce qui est super sympa. Mais oui, soit c'est effectivement des fœtus mal formés, des choses étranges. Bon voilà, moi j'aime bien les trucs bizarres, vous le savez. J'ai déjà maintenant. Alors si vous voulez offrir des cadeaux à Julie, soit des trucs Batman, vous soit envoyez des fœtus morts dans des... J'ai mon placenta qui me reste dessus. Sérieux ? Oh bah attends, donc. Tu sais, les petits bouts de cordon ombilical séché. Ce genre. Chez moi, c'est très sympa la déco. On ira faire des photos. Alors, et donc dans ce thème-là, vous avez le musée Dupuytren, qui en fait est un musée qui est à l'intérieur de l'école de médecine de Paris. Donc voilà, qui est à Odéon. Et en fait, c'est un musée qui existe depuis 1835 et vous avez des collections, voilà, d'anatomie pathologique. Donc vous avez donc ça c'est un fœtus. Là vous avez des reproductions en cire. Donc voilà, donc ça en fait c'est moulé en fait sur les malades et c'est fait en cire. Donc ça ce sont des tumeurs en fait. Voilà, donc derrière vous avez des tumeurs aussi. Donc ça, ce sont des scolioses. Alors moi, j'aimerais ça. On dirait le squelette d'un poisson de loin. De loin, on dirait un dragon. Voilà, c'est ça, exactement. Non, ce sont des vraies colonnes vertébrales de personnes qui ont vécu longtemps. Parce que là, vous voyez, c'est des colonnes d'adultes. Hein, on dirait un escalier, tu sais, en colimaçon. Voilà. Oui, comme celui qu'on voit dans le manoir de... Et donc ça, ce sont des encéphalites. Donc ça, c'est des enfants qui ont quand même vécu jusqu'à un certain... Donc ça, c'est des Fantman, en fait. Donc voilà, en fait, ce sont le cerveau se développe anormalement et du coup, crée des déformations du cerveau et ça s'écrase et ça continue à grandir et du coup au bout d'un moment les enfants meurent. On peut comprendre qu'il y a des gens qui confondent ça avec des squelettes d'extraterrestres. Donc ça c'est moi qui ai pris les photos mais on n'avait pas le droit. Donc voilà, alors ça hélas manque de peau. Donc c'est un musée en fait qui tous les ans fait des pétitions parce qu'il va fermer en fait. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Donc là les locaux sont fermés actuellement. Ça va rouvrir en septembre parce que tout a été déménagé à Jussieu, donc dans le campus de Jussieu. D'accord. Par contre pour l'instant c'est uniquement sur rendez-vous pour les étudiants et les scientifiques. Donc ça c'est un peu compliqué, mais ils ont promis qu'ils feraient des ouvertures au public ponctuel. Pour ça il faut vous inscrire sur info.culture@upmc.fr. Donc voilà, vous envoyez un petit mail et ils vous enverront les ouvertures au public. C'est une collection qui est quasiment unique en France, elle est sublime, faut absolument y aller.
Dans le même style, plutôt pour les animaux, vous avez tout simplement le musée de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, donc sur la ligne 8 également. Et vous y allez, alors attention, il y a très très peu d'horaires renseignés vraiment, parce que les 2 fois où j'y suis allée, c'était fermé. Donc ça m'énerve, donc j'ai jamais pu voir à l'intérieur, donc je vais passer très très vite. Non, j'ai pas de photos sur celui-là. Okay. Et là, en fait, la technique, ce sont des animaux, principalement des chevaux, parce qu'ils sont spécialisés en chevaux. Et en fait, on injecte une sorte de résine dans les organes et dans les muscles, et ça conserve, et vous avez des sortes de chevaux comme ça, momifiés un peu partout. Donc c'est, j'ai vu des photos, c'est démentiel, allez-y aussi. Et donc c'est des chevaux qui ont des si t'as un cheval à 2 têtes, non pas spécialement, c'est pas pathologique, c'est juste pour montrer le fonctionnement et comprendre pour les étudiants anatomiquement comment ça se passe dans les animaux. Alors bon, maintenant voilà, on va s'arrêter un petit peu sur la France et alors on va aller pas très loin parce qu'on va aller en Suisse. Le musée cantonal de Lausanne. Donc ce sont des musées qui sont absolument magnifiques puisque ce sont des très vieux bâtiments et en fait c'est resté comme à l'époque, je pense que ça date du début du XXe siècle. Et les collections, c'est comme le muséum d'histoire naturelle de Paris, seulement c'est quasiment que des animaux empaillés. Donc ça, si vous adorez les animaux empaillés, allez-y. Là, pour moi, c'est la Tour Eiffel. Alors, non, ça c'est une mâchoire de cachalot. Donc je sais pas si tu vois, vous voyez ma taille, vous imaginez la taille que ça fait. C'est juste la mâchoire. Donc là, par exemple, vous avez un requin blanc qui est naturalisé, c'est absolument impressionnant, j'ai eu les ch'touilles en rentrant dans le musée. Alors que tu sais qu'il est mort et qu'il peut pas nager. Mais t'as eu quand même super peur. On sait jamais, là, il va ouvrir donc voilà, donc la collection est sublime. Alors, et vous avez également la galerie des dinosaures qui est beaucoup moins impressionnante que celle de Paris. Donc allez au Muséum d'histoire naturelle de Paris qui est juste extraordinaire. Très bien, ouais. Là, c'est juste que c'est vraiment spécialisé dans plus dans les animaux empaillés à Lausanne. Et vous avez également toute une partie d'anatomie pathologique pour les animaux. Donc vous avez un chat cyclope, un mouton à 6 pattes, voilà. Il y a 2 têtes le truc. C'est ça. Ouais, c'est assez génial. Alors, vous voyez, vous avez les vieilles étiquettes écrites à la main et ça. Moi, j'adore. Vous avez l'impression de vous promener dans un musée au 19e siècle. Vous voyez, vous êtes dans. C'est génial. Quand t'as un animal à 2 têtes, tu lui donnes 2 noms ou un seul ça, c'est une question. Ça dépend s'ils partagent un seul cerveau ou s'ils en ont 2. Tu vois, là par exemple, il y en a qu'un. Non, même s'il a 6 pattes. Ah, il a 6 pattes. Ouais, il n'a pas vécu longtemps là, on comprend. Ouais, il est tout petit. Bah ouais. Oh là, ça c'est génial. Quoi des siamois, un siamois à une tête. C'est des siamois. En fait, il a 2 corps mais une tête. Donc voilà, ça c'est le musée Lausanne. En plus, comme ce sont des musées cantonaux, ça coûte rien. Genre, vous rentrez pour 10 balles quoi. Bah, c'est clair. Donc c'est absolument génial. Et vous avez accès à l'intégralité du musée qui est immense, qui est extraordinaire. Voilà, faut absolument y aller. Non. Alors après, on va aller plus donc dans le domaine de l'étrange, mais plus artistique. On va aller voir au musée Giger, qui est donc à Gruyère, en Suisse. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, c'est Giger est invité en fait au Festival du Fantastique qui se passe au château de Saint-Germain, qui est en haut de la colline de Gruyère. Il tombe fou amoureux du château, il veut le racheter. On lui dit non, et en fait, il apprend que toutes les dépendances qui sont devant le château sont à la vente. Il a racheté l'intégralité des bâtiments et il en a fait son musée. Donc ça a ouvert en 98 et c'est la plus grande collection permanente sur Giger. C'est-à-dire que vous allez y aller, vous avez toute son œuvre. Vous avez les costumes d'aliens, tous ces tableaux, la mutante, la chambre des Harkonnen, et en face vous avez bien évidemment le bar Giger qu'on voit là avec les petites têtes de bébé. Donc voilà. Silent Hill 2. Pour parler de Giger très rapidement, pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais. C'est un artiste, un très grand artiste qui est mort récemment. Il y a un an, un petit peu plus. C'est ça, un an et demi, ouais. Et donc un très grand artiste qui a designé Alien dans le film Alien, donc entre autres. Ouais, voilà, le décor et tout ça. Mais voilà. Je crois qu'il y avait même un bar à son. Oui, mais c'est ça. Là, il y a un bar. Alors il y a un bar à Tokyo et il y en a un autre en Suisse, je sais plus, à Bâle, il me semble. C'est le bar, ça. Oui, ça c'est le bar à l'intérieur. Il est incroyable celui-là. Et alors pour la petite histoire, faut savoir que Gruyère, c'est un tout petit village médiéval qui est perché sur une sorte de falaise. Alors pour y aller, vous allez galérer de Lausanne, faut prendre 2 trains, sinon vous prenez votre voiture, c'est plus simple. 3 bus, 2 taxis. Non mais vraiment. Et c'est tout petit, c'est sur un piton rocheux, c'est magnifique. Vraiment magnifique. D'accord. Et c'est simple, il n'y a que des vieux et des goths. C'est assez génial. Donc tous les goths vont au musée Giger et les petits vieux, souvent, ils font les restaurants de Gruyère. Voilà. Tout simplement. Le plan. Ah ouais. Génial. Et donc, en face du bar, il y a une maison de retraite. Et quand vous rentrez dans le musée de Giger, c'est assez génial. Enfin, pas le musée, dans le bar pour aller boire une petite absinthe. Et ben, vous avez que des darkos
et des tout petits vieux avec un béret qui se mettent là au bar et qui sont en train de prendre une petite suze. C'est assez génial. C'est excellent. Le contraste est formidable. C'est excellent. Et vous avez toutes ces œuvres. Il y a des expos temporaires d'artistes qui ont adoré Giger également. Vous pouvez acheter des originaux. Alors, il faut avoir les sous. Hein. Moi, j'avais pas. Ou même des litos signés, c'est à partir de 1 500 €. Mais ça vaut le coup. Là, il y a moins. Voilà. Alors, avant, on pouvait aller en dessous et faire... Oui, j'avais vu une photo d'une dame qui était en train de regarder. Maintenant, on n'a pas le droit, il y a une petite barrière. Je me suis tâtée, j'y vais, je vais pas. Je fais non, vas-y, prends-moi je pense en photo qu'il y en a plein qui ont tripoté la bestiole et... Bah, c'est ça, parce qu'elle est un peu basse, alors du coup... Oui, c'est facile à donc, absolument, aller accueillir. Voilà, là, ça, là, c'est la chambre des Harkonnen. Donc, dans Dune, de Lynch. Voilà. Génial. Et voilà, c'est juste assez magique quand on est fan. Moi, ça fait 2 fois que j'y vais. Ouais. C'est génial. Alors maintenant, on va aller aux États-Unis. Alors, on va rentrer dans les musées où j'ai pas encore été. Mais j'aimerais bien aller faire l'International Museum of Cryptology. Donc, qu'est-ce que la cryptozoologie ? Moi, je sais, Alors, vas-y, dis. Bah, c'est tous les animaux qui sont bizarres. C'est les sirènes, c'est le... Alors, les animaux mythologiques qui, soi-disant, n'existent pas, on va les trouver s'ils existent en fait. Ouais. Voilà. Alors, faut savoir qu'en France, c'est pas reconnu comme métier, alors qu'aux États-Unis, oui, ça l'est. Donc ça, en fait, ce musée, en fait, il était à Portland, donc aux États-Unis. Et alors, à la base, c'est la collection privée d'un monsieur qui s'appelle Loren Coleman. J'adore. Voilà, avec une sorte de bébé Yeti. On dirait le Père Noël. Voilà, c'est une reproduction, parce qu'il y a beaucoup de reproductions dans le musée. Et il l'a mis ouvert au public. Et en fait, en 2009, c'est devenu un musée public, carrément. Ça, je suis sûre de l'avoir déjà vu, Ça, ce c'est une machin-là. sirène. Oui, mais je peux expliquer en fait. Pardon, alors je me posais tout parce que me manquent les images alors que j'ai pas le temps d'expliquer. D'accord. On revient sur le monsieur. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est le monsieur. Et donc en 2009, il devient un musée public et il est même rattaché en 2015 à l'université de Portland et c'est devenu un musée en fait où si vous y allez, y a tous les sous que vous dépensez pour les entrées sont directement reversés à la recherche. Ça, voilà. c'est bien, et c'est devenu un musée d'État en fait complètement. Donc c'est complètement reconnu. Donc ça c'est assez génial. Alors il y a 2 grandes galeries dans ce musée, qui est la galerie qui est considérée à tout ce qui est créature apparentée au Yeti et une autre à tout ce qui est monstre du Loch Ness, Nessie, etc. Wow. Vous avez donc des échantillons de poils, des moulages d'empreintes. Vous allez avoir également il y avait de la matière fécale d'une femelle Yeti. Il faut savoir que l'intégralité des échantillons qui sont là-bas, on sait jamais, ont été vraiment analysés et en fait sont vraiment d'espèces où on les a pas encore identifiées, on ne sait pas vraiment à quelle espèce ça appartient. C'est excellent. Voilà. Alors après vous avez d'autres choses puisque vous avez également des reproductions grandeur nature, donc de Yeti sur dessin, sur croquis, on les a refaits. Voilà, donc ça c'est fait par des artistes. Et vous avez également ce qu'on appelle la galerie des fossiles vivants. Donc là, c'est le gros poisson là, dégueu qu'on voit. Voilà. Donc ça, c'est un colacanthe. Alors qu'est-ce qu'un comestible? Donc qu'est-ce qu'un colacanthe? Voilà, c'est une espèce en fait qu'on pensait qui avait disparu depuis environ 65 millions d'années. Et en fait, elle a été redécouverte donc fin du XXe siècle dans des filets de pêche, puisque maintenant, vous savez qu'hélas, on pêche de plus en plus profondément, ce qui est catastrophique pour la nature. Et du coup, on va repêcher des espèces comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que par rapport aux fossiles qu'on a qui datent de 65 millions d'années, l'espèce n'a pas bougé depuis. Ça, c'est incroyable. Donc c'est ce qu'on appelle les fossiles vivants. Oui, voilà. les fossiles vivants, effectivement. Mais donc vous en avez des exemplaires là-bas. C'est majestueux. Voilà, et vous avez également, donc là on revient sur la petite créature sur laquelle Bula a... C'est une sirène. Oui, c'est ça, c'est une sirène. J'en ai déjà vu moi des sirènes. J'ai déjà été il y a très très longtemps un musée c'est un chapiteau Barnum en fait, et où tu avais tout des... Alors justement voilà, ça fait partie de la collection Barnum. Donc qui est Barnum? C'est un entrepreneur américain très connu du 19e siècle qui a créé les cirques Barnum et qui a créé les freak shows, c'est-à-dire où on montrait dans des caravanes des monstres, etc. Ouais. Savoir que ça, c'est un objet de la collection privée du monsieur qui est devenu richissime, c'est un faux. Bien évidemment, la majorité de ce qu'il y avait là-bas était faux, ou c'était de l'anatomie pathologique comme on a vu. Mais c'est très bien fait, voilà, mais c'est montré aussi en exemple pour montrer que c'est quand même très difficile de prouver que ces créatures-là existent et tout ça. C'est vrai.
Voilou. Alors on va terminer par mon émoulage. Des pieds Donc de ça, ce sont des vraies empreintes. Des vraies empreintes, exactement. Mais donc voilà. on sait pas si Donc c'est vous bon. avez Bigfoot, donc aux États-Unis, vous avez l'Almasty qui se trouve dans le Caucase. Par exemple, vous avez une cryptozoologue française qui a passé sa vie à traquer cette créature. Et vous avez Yeti qui est donc plutôt dans l'Himalaya. Pour expliquer ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. On va terminer avec le Cryptid Museum. Alors, en 1942, il y a The Tonbridge Orphanage qui a été contacté par un certain Theodore Merrillin pour leur dire, j'ai un immeuble dans Londres, je souhaiterais vous le donner, tout simplement. Pour ça, il y a 2 conditions. 1, vous ne vendrez pas la maison, c'est interdit. Et 2, le sous-sol ne doit jamais être ouvert. Ah, j'adore, ça commence c'est bien. Ah là là, a priori, Il avait une barbe bleue, non? c'est maintenu, ouais. L'histoire est maintenue jusqu'en 2006, où il y a eu des travaux de démolition qui ont été faits, et en fait, on découvre une excavation, et il tombe sur une cave qui n'avait pas été ouverte depuis les années 40, qui est remplie de 5000 spécimens de cryptonaturalisme. Donc, le cryptonaturalisme, c'est, comme on a vu la petite sirène de Barnum, c'est, on va avec plusieurs créatures naturalisées, taxidermie, on va créer une nouvelle créature, et on essaye de faire ça, que ça ressemble le mieux possible. Le problème, c'est que là, les créatures, vraiment, vous avez des sets pour chasser les vampires, vous avez des petites fées, il y a des sortes de fossiles de dragons, enfin, il y a plein de trucs, c'est assez extraordinaire. Et le monde du net va complètement s'affoler. Vous avez plein d'articles qui sont sortis. En fait, entre l'année dernière et il y a 2 ans à peu près, il y avait pas mal d'articles sur le net là-dessus, en disant mais qu'est-ce que c'est un fake ou pas? Donc là, on commence à s'intéresser à Monsieur Theodore Merrillin et on découvre que c'est un aristocrate anglais qui était donc cryptonaturaliste et qui est né en 1752. Du coup, il aurait jamais pu passer, ça aurait été compliqué en 1942 de passer un coup de fil. Est-ce que c'est un vampire? Est-ce que c'est autre chose? Et en fait, non, on se rend compte que c'est juste un coup de génie de ce monsieur qui s'appelle Alex C.F., qui en fait est un artiste londonien, qui est donc sculpteur et illustrateur, et qui est un passionné de créatures fantastiques. Et en fait, il va créer toutes ces petites sculptures qu'on va voir. Et il va créer un site internet, et il va, avec la légende du muséum. Oui, j'ai vu. C'est juste absolument magnifique ce qu'il fait. Donc voilà, effectivement, là, ce sont des... Donc lui, il appelle ça des homoncules. Donc c'est des homoncules, ça veut dire des petits hommes. Ça veut dire petits hommes en latin. D'accord. Donc là, c'est une mallette de chasseur de vampires. C'est génial. Le mec fait tout lui-même, hein. C'est extraordinaire. Il vend ses Et alors, non, il ne vend pas et il n'expose pas. Donc votre seule façon de voir ses œuvres, c'est de coucher avec lui. D'aller... c'est ça, que le mec est particulièrement mignon. Est-ce qu'il est célibataire? C'est ça. Ouais, non, le mec est super mignon et ça en plus. C'est un squelette de... Non mais je suis sur le coup, je vais essayer d'arranger de le faire venir l'année prochaine sur Paris. J'ai envie d'organiser un truc avec lui. Ah oui, super. Carrément. Fais venir. Donc là par exemple c'est un nyctosapien, donc une petite sirène. Moi je savais que t'étais un sapien. Une petite sirène, voilà. Donc ça c'est encore une fois, il y a une tête de Nosferatu avec comment les chasser. Il expose jamais, il fait... Non, en fait, son intérêt il a créé une sorte de légende en fait autour de ça, et lui en fait il vend ses illustrations, il fait des livres avec, il expose et tout ça, mais toutes ces sculptures elles sont à lui. Donc là ça, vous avez un fœtus mais c'est absolument génial. Diable. Ouais, ce qui est super, c'est que vous allez sur le net, il y a plein de gens qui pensent que c'est vrai. Vous avez des vrais articles en disant collection extraordinaire. Faut pas le reprocher, purée, ça. C'est trop. Ce mec est un génie. C'est vraiment un génie. Il est vraiment bon là. Wow. Donc voilà. Alors vous pouvez aller voir donc soit sur thecryptidmuseum.com pour voir tout ça, et pour découvrir les œuvres d'Alex, c'est artofalexcf.com. D'accord. Et vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est extraordinaire, et je vous dis, je suis sur le coup. Si j'arrive à le faire venir en France, vas-y Julie, on est toute avec toi. J'essaye de gérer. Et voilà. Eh ben merci Julie. Et pour ne pas nous dépayser de la bizarrerie, donc Céline, parle-nous donc de cette série un peu spéciale qui est Paranoia Agent. Paranoia Agent. Paranoïaque.
Alors, mais vas-y. de son titre original, bon voilà, je vais vous l'apprendre. Donc, Musu Dairinin, également surnommé Paranoia Agent, c'est surtout connu pour ce titre. Donc, c'est une série japonaise que l'on doit au grand réalisateur Feu Kon Satoshi pour la réalisation et Minakami Seiichi, son partenaire de toujours, au scénario. Donc, Kon Satoshi, je vais vous en parler vite fait, c'est un grand réalisateur et animateur à qui on doit Perfect Blue, Tokyo Godfather et l'excellentissime Paprika, que je vous invite à regarder. J'en profite pour remercier Sébastien Meunier de m'avoir prêté le DVD de Paprika, parce que non seulement j'ai vu un des meilleurs films d'animation de ma vie, mais en plus ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur le réalisateur. Donc Kon Satoshi, également membre de la JANICA, Japan Animation Creator Association, une association qui essaye d'améliorer les conditions de travail des animateurs. Et si je vous dis bon ça... courage, hein. Oui, Parce que exactement. Même en France, Tout à fait. mal, hein. Ah, c'est déplorable, la deadline est absolument aberrante. Et je vous dis pas ça pour vous montrer à quel point je l'admire, il est beau, il est grand, il est talentueux, il est fort, il sent bon le Sakura. Non, c'est surtout parce que un des épisodes de la série fait une petite allusion justement est entièrement centré sur une équipe d'animateurs justement. Je vous fais juste cette petite anecdote qui sert à rien. Donc Mais si, à parler des animateurs, parce que les animateurs, Mais ils voilà. ont un boulot très difficile. Exactement. Étant donné que pour l'animation, il faut beaucoup plus de temps pour faire un Tout à animé. fait. Souvent, il suffit de voir Disney, hein, qui a déjà des très gros moyens, Tout à Disney, fait. et ils mettent au moins 5-6 ans, voire même plus parfois, à faire un film d'animation. Donc imaginez les plus Au- petites boîtes, les Et au petites Japon sociétés. surtout. Ouais. Au Japon, les deadlines sont absolument aberrantes Mm. et où la pression professionnelle est gigantesque. C'est vrai. Donc c'est une série assez courte de 13 épisodes de 25 minutes. Ça fait très longtemps, peut-être parce que je suis une vieille conne d'un bon âge, que j'ai pas trouvé une série qui me tient en haleine aussi longtemps, parce que je commence à en avoir ras-le-bol des séries qui durent 100 saisons, moi, personnellement. Je préfère les one-shots. Oh. Enfin, ça n'engage que moi. Donc, c'est une série qui date de 2004, produite par Madhouse Productions et qui a été en France en 2007 pendant un temps. Donc, alors avant de vous raconter de quoi cela parle, je vais juste vite fait vous parler du générique dont... Voici une image là. C'est un tout petit. Mais... C'est un tout petit... C'est pas grave. Donc on voit pas très bien, mais c'est un des personnages principaux. Donc voilà, c'est le générique. On voit les personnages centraux de l'histoire, que vous allez voir apparaître dans chaque épisode, en train de rigoler alors qu'ils sont sur des décors très apocalyptiques comme la bombe atomique. Oui, on voit la bombe atomique derrière. Mais aussi des maisons détruites, le tsunami, une décharge, et on les voit en train de rire. Ça, c'est les thèmes basiques du Japon, hein, souvent. Hein. Bah, c'est des Malheureusement. traumatismes C'est classiques normal, en du même temps. Japon, malheureusement, oui. Et vous allez voir, ça en dit long sur le thème principal de la série, mais j'y reviendrai. Donc, de quoi ça parle? Alors, la série commence sur Mademoiselle Tsukiko Sagi, donc c'est la deuxième image, la jolie petite demoiselle avec les lunettes. Ouais. Tsukiko Sagi, donc c'est une designeuse aussi talentueuse que introvertie, qui est extrêmement connue au Japon pour avoir créé la petite mascotte Maromi, le petit chien rose que vous voyez là. C'est Donc mignon. oui, mignon comme tout, kawaii, kawaii. On a l'impression qu'on a pris un chat et un chien, qu'on les a mixés, qu'on leur a tapé dessus avec Ouais, une mais batte un de baseball. Ah oui, mais aussi l'inceste, avec la c'est photo. voilà, l'inceste, c'est très connu. Il a pris de la drogue, je pense. Voilà, c'est ça. Donc elle a créé cette petite mascotte toute mignonne appelée C'est la Maromi. cryptozoologie japonaise. Tout à fait, et comme ça on reste dans le thème. Et en fait, c'est tellement populaire qu'on en fait des goodies, des peluches, un dessin animé, voilà, d'où un épisode bien Ouais. particulier. Ultra populaire, elle est très connue pour ça. Le problème, c'est que ça commence à mal finir parce qu'elle est connue déjà, elle avait pas demandé ça, mais surtout, son patron commence doucement mais sûrement à lui mettre la pression parce qu'elle doit rapidement refaire une mascotte tout aussi populaire, et c'est pas évident. Que la deadline s'approche à grands pas et que ses collègues lui chient dessus, parce que voilà, pression sociale au Japon, hein. Voilà. Mais vous allez voir qu'elle va le prendre avec beaucoup d'humour. Bref, et alors qu'elle rentrait chez elle le soir, elle entend soudain des bruits de roues de roller sur le sol, et voilà, et elle a à peine le temps de se retourner, qu'un garçon extrêmement jeune, elle estime qu'elle est encore à l'école primaire, dont le visage est caché par la casquette et le sourire fait passer voilà, son sourire ferait passer Scissorman de Clock Tower pour une tafiole. Et donc elle a à peine le temps de reconnaître qu'il la frappe violemment avec une batte de baseball. Donc elle se Bon, ça réveille. va, Voilà. c'est cool. Mais sympa ta série. Très sympa. Ah mais oui, c'est une série très Ça, creepy. c'est le début. Oui, c'est le début. Je l'ai découvert par pur hasard. Je cherchais justement des séries creepy. Alors, creepy Donc n'est elle peut-être se pas le fait terme. défoncer par un gamin. Voilà. D'accord. Et en gros, voilà, donc Maniwa et son... Donc, deux détectives, dont voici la photo. Maniwa, le plus jeune à gauche, donc enthousiasme très ouvert et un peu otaku sur les bords. Et son patron, monsieur Keiichi... Otaku sur les Oui, il est otaku, mais vous allez voir que c'est important dans l'intrigue. Et Ikari, à côté, son boss, beaucoup plus pragmatique, voire même blasé. Lui, il est plutôt du genre, on regarde les faits, on va Ouais, pas... classique quoi. Voilà. Le Vont foufou enquêter... et le vieux expérimenté. quoi. Voilà, elles vont enquêter sur cette affaire, surtout que, et bientôt, la paranoïa va commencer petit à petit à
attaquer le Japon et les rumeurs vont bon train parce que Mademoiselle Sagin ne sera pas la seule victime de ce mystérieux shonen bat ou garçon à la batte dont tout le Japon va bientôt parler. Alors ça va être ça, grosso modo, l'intrigue principale. Qui est ce shonen bat? Pourquoi s'en prend-il à Mademoiselle Sagin? Pourquoi s'en prend-il à toutes ces personnes? Quel est le lien qui... Parce que c'est un Américain. Mais il les tue pas, je peux pas trop en dire, mais il y aura... Certains ne vont pas s'en sortir, voilà. Mais le problème, c'est que surtout, d'où il sort? Pourquoi un enfant devient-il aussi violent? Pourquoi ferait-il? Américain, il a mis une batte de baseball. Bravo, l'anti-américanisme bien pris. Et le problème, c'est que le résumé que je vous ai fait, c'est un peu de la merde parce qu'il sous-entend qu'un tel est plus important qu'un autre. Ce n'est pas le cas. Donc la série se divise en 3 parties. C'est très mince comme... Oui, mais le problème, c'est que je peux pas vous en dire plus parce que c'est une série très courte et je veux pas vous gâcher la surprise. Il se passe des choses quand même. C'est beaucoup plus intelligent que mon résumé va faire. Non, pour nos auditeurs qui aiment les séries d'animés quand même. Du coup, Donc du coup, en fait, la série se divise, pour vous résumer vite fait, en 3 parties. Les victimes qui vont se faire attaquer par Shonen Bat, un épisode sera centré par chaque victime. Et pendant de nombreux thèmes seront abordés, donc l'inceste, le suicide, la pression sociale, la peur de l'échec, la pression professionnelle, la schizophrénie, bien évidemment la paranoïa, ça va de soi. Et la deuxième partie que j'appelle l'épisode bouffée d'air frais parce que putain ça fait du bien. Parce qu'après ça, non mais vraiment, dans lequel on commence un petit peu à comprendre de quoi il en retourne, qui est ce mystérieux Shonen Bat, au ton beaucoup plus léger. Avec beaucoup plus d'humour, avec lequel Kon Satoshi joue avec les différents codes des différentes animés, donc le manga d'amour, manga de sport, parodie de super-héros, bonjour à toi Radarman, ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle, parodie de jeux vidéo, enfin voilà, donc on voit qu'il s'amuse avec les tons, mais c'est plus sérieux que ça en a l'air parce qu'on commence un peu à comprendre de quoi il en retourne. Puis la dernière partie, où la frontière entre la réalité et le monde fantasmagorique commence à être de plus en plus mince, pour ne pas dire détruite, jusqu'au final absolument dantesque. C'est un des plus beaux... pas la fin. Oui, mais c'est un des plus beaux finals que j'ai jamais vu, dans lequel on sait enfin de quoi il en retourne. Voilà, je dis pas plus, mais voilà. Non, et voilà grosso modo pour la série. Alors, quand on regarde cette série ou qu'on écoute les critiques, il y a un mot qui revient souvent, c'est qu'on compare cette série à la fameuse Serial Experiment Lane, qui a traumatisé des générations quand j'avais 8 ans. Cette fameuse série qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est de plus en plus enfermée dans son monde virtuel jusqu'à ce qu'on ne sache plus la frontière. Mais en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a des thèmes récurrents, notamment l'idée de la réalité, de la fiction et de notre façon d'appréhender le monde grâce à notre univers imaginaire personnel. Est-ce qu'on s'en sert pour la fuir, la réalité? Surtout les Japonais. Tout à fait, exactement. La culture otaku, surtout vu les merdes qui leur retombent. D'ailleurs, le générique... T'as beaucoup de plus en plus de jeunes qui s'enferment chez eux. Exactement. Plus, hein. Et d'ailleurs, le générique le résume bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une des paroles des chansons traduites grossièrement, ça veut dire « Ne t'inquiète pas pour le tsunami ». Et tu vois les personnages qui rigolent alors qu'il y a un tsunami juste derrière. Ça résume magnifiquement bien l'idée de ne pas regarder la réalité en face, au contraire, de se servir de notre univers imaginaire pour affronter la réalité ou pour même l'améliorer. L'art, après tout, pourquoi on l'aurait créé sinon? Et en fait, il y a 2 choses qui se démarquent de cette série tout de même. Bon, déjà, elle est plus accessible que Lane quand même, qui est austère, on va pas se mentir. Comprenez par là qu'il y a des décors, qu'il y a des dialogues, qu'il y a une musique, qu'il y a une ambiance. Mais blague à part, c'est surtout une série qui est quand même s'il y a beaucoup de symbolique, par exemple le nom des personnages sont des animaux, et on verra des passages assez prophétiques qui désignent les personnages par leur nom d'animaux, donc je vous le dis comme ça vous comprendrez un petit peu plus, mais surtout, ce qui la démarque, c'est 2 choses. Son humour, alors je ne prétends pas que c'est pour ça qu'on va regarder la série, mais l'humour est assez présent dans la série, que ce soit... Malgré toutes les catastrophes. Il traite avec beaucoup d'humour et beaucoup de justesse des sujets très délicats à traiter, mais avec de l'humour. Alors, tu auras un tour de l'humour cartoonesque, tu verras un journaliste se moquer des collègues qui vomissent sur Tsukiko Sagi. C'est drôle, c'est une blague. De manière vraiment rigolote. J'ai trouvé très intelligent la façon dont il s'est moqué de ses collègues. Ou alors vous verrez un humour grinçant, un humour cynique, un humour vas-y que je casse le 4e mur allègrement, un humour parodique. Alors mention spéciale pour le 5e dans lequel il parodie les jeux vidéo. T'as Maniwa qui est bien dans cet univers-là, alors que t'as le collègue qui fait je suis trop vieux pour ces conneries, démarre-toi tout seul. Voilà. T'as un humour parodique et un humour cartoonesque aussi dans certains épisodes. Mention spéciale pour celui qui traite de suicide quand même. Faut vraiment être fort pour utiliser ce type d'humour pour ce sujet. Sur le suicide. Il y a un épisode consacré sur un suicide. De toute façon, le Japon est connu, c'est le premier au monde. Et commettre l'exploit absolument aberrant d'utiliser ce type d'humour pour ce type-là, faut être très fort. Mais surtout, ce qui se démarque de Paranoid Agent, qui m'a fait adorer cette série, c'est
Alors on appelle ça la réalité subjective. C'est un thème récurrent dans les œuvres de Kon Satoshi. Pour vous résumer grossièrement, il y a autant de réalités que de personnes. Notre réalité subjective à nous, qui est créée à base de notre culture, nos expériences, et bien évidemment notre hobby. Et donc, ça implique deux choses. D'une part, une réflexion très intelligente et très pertinente, sans donner de réponse. C'est pour moi, les meilleures œuvres, ce sont celles qui poussent à poser des questions, pas donner de réponse, sur notre rapport à la réalité. Est-elle nocif ? Ou au contraire, est-elle bénéfique, bienfaisante? Est-ce qu'elle nous aide à guérir? Ou au contraire, est-ce qu'elle perd son micro? Voilà, j'en perds mon micro, c'est un truc de fou. Et c'est magnifiquement bien illustré par Maniwa et Ikari, les deux détectives, parce que l'un va complètement entrer dans l'univers fantasmagorique et s'en servir pour enquêter, et l'autre va dire... Donc l'autre reste très réaliste. Il va affronter la réalité telle qu'elle est, peu importe les merdes que ça implique, et aucun des deux n'a raison. On a deux visions différentes. Aucun des deux n'a raison. Les deux réussissent à avoir ce qu'ils obtiennent, et aucun des deux n'a plus ou moins de gratification que l'autre. C'est comme Mulder et Scully. Exactement. C'est ça. Et les enfin, deux, c'est pas nouveau. Et ça implique... c'est super classique. Et enfin, ça implique quelque chose, en fait, de très important qui, pour moi, rend cette série unique. C'est que, et c'est très rare, je trouve, la série se renouvelle à chaque épisode parce que à chaque épisode sera centré sur un personnage en particulier, qui est victime, qui est détective, qui est Mademoiselle Sagi, qui est le mystérieux Shonen Bat, ou qui est des personnages qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale mais qui sont quand même reliés, plus ou moins affectés par ce qui se passe. Et donc, selon le personnage, donc l'ambiance, l'atmosphère, le ton, la musique, le dessin, les décors, la narration, ça faut être fort pour... C'est-à-dire qu'en gros, t'as un épisode, c'est un dessin animé à lui. Oui, même l'animation, mon Dieu. Même l'animation et la narration changent. Alors si c'est ça, effectivement, je l'ai pas regardé encore, mais si c'est ça, c'est extraordinaire parce qu'une série, justement, souvent, elle est vendue sur un système qui ne bouge pas, enfin, sur tous les mêmes personnages, ou les mêmes liens, ou la même narration. Les personnages sont liés entre eux, mais parce que justement, c'est subjectif, c'est une réalité subjective. Donc, par exemple, tour à tour, il y aura l'intrigue qui sera séparée soit par un passage de bande dessinée qui affectionne le personnage, ou alors l'action dans l'épisode sur les animateurs va se figer, Maroni va apparaître, le petit chien, pour expliquer le rôle de chaque personne, donc le coloriste. Oui, t'as quand même des personnages qu'on retrouve régulièrement. Enfin, il y a des personnages centraux comme les détectives, Mademoiselle Sagi qui est la victime principale. Voilà, mais par exemple, je pense qu'un des exemples les plus parlants pour illustrer mon propos, c'est le deuxième épisode. Donc, si ma mémoire est bonne, le personnage s'appelle Yuichi, c'est un petit garçon. Yuichi, ça veut dire le poisson, mais on l'appelle Ichi, ça veut dire numéro 1. Donc c'est un garçon très populaire parce que bon en tout ce qu'il fait. Au début, tu rigoles parce qu'il est un peu vantard du coup. Donc comme c'est un petit garçon et qu'on voit de son point de vue, quand la situation est bien pour lui, qu'il est populaire, la réalité va être magnifiée. Elle va être magnifique, complètement exagérée. Et quand ça marche pas, les décors vont se déformer, se tordre au point de devenir grotesques, tellement le personnage... Parce qu'il va être accusé, en fait, le gamin, d'être le shonen bat, vu qu'il a beaucoup de points communs. Il va être à tort accusé, comme il joue au baseball, qu'il a des rollers, voilà. Et comme il vient paranoïaque parce qu'il entend des rumeurs, et voilà, et tout va se déformer, se tordre, se bousiller au point de devenir grotesque et hideux, jusqu'au dénouement final de l'épisode. Et je voudrais vous citer tous les exemples qui m'ont plu, mais comme il n'y a que 13 épisodes, voilà. On a passé de temps. 13 épisodes, ça dure combien de temps? De 25 minutes chacun, donc voilà, ça vous prend. Oui, c'est raisonnable. Pour voir toute la série, donc n'hésitez pas une seule seconde, ça vous demandera. Est-ce qu'on peut la trouver où cette série? Alors, à titre purement personnel, je sais qu'elle est sortie en DVD, qu'elle existe malheureusement. Alors, je sais que dans les grandes surfaces, à ma connaissance, je ne crois pas qu'elle est encore éditée. Je donne envie, Céline. Tant mieux. J'adore, c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs, je vais me la noter une troisième fois. D'accord. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Céline. Mais je vous en prie. Très intéressant. Alors du coup, pour après toutes ces misères japonaises, on va rigoler un peu, on va faire un petit quiz. Ouais. T'es prête, Julie? Je suis prête. Main sur le micro, allez. Toujours là. Alors première question facile, allez. Comment s'appelle la planète d'origine de Superman? Krypton. Bravo. Un point pour Julie qui est en forme aujourd'hui. Ça commence. Deuxième question. Comment les humains communiquent-ils avec les extraterrestres dans Rencontre du de la musique type? Oui. Tin. Voilà. J'ai vu ce film, nom de Dieu. Moi, il m'a fait peur. Avec cette idée. Alors plus précisément de la musique électronique qui avait pas, qui commençait seulement à se développer. C'était Jean-Michel Jarre, non? Non, parce que c'était quand même pourri comme musique. Non, c'est John Williams. Mais il y a des langues sur Terre qui sont musicales. Tu les apprends avec une partoche musicale, le sango en Afrique, c'est pas une blague. Tu utilises une partoche pour apprendre à parler le sango. C'est vrai.
C'est vrai. Et donc ça représente le langage entre les extraterrestres et les humains. Et pour la petite anecdote, en fait, la maman de Spielberg était musicienne et le papa de Spielberg est électronicien. Donc. Alors, troisième question. Comment s'appelle l'extraterrestre représenté par une marionnette qui vit au milieu d'une famille moyenne américaine et qui veut... Alf. Oui. Ah, Bravo. Et qui veut toujours manger un petit chat. Il va manger les chats. Voilà, il veut manger les chats. Donc, célèbre série des années On 80. voit que c'est les plus vieilles de l'émission qui ont répondu. Hein. qu'est-ce qu'il me laisse, cette extraterrestre? Alf a été rediffusé plusieurs fois, je précise. Mais qu'est-ce qu'on lui Méchant, trouve va. moche. Oh, C'est Alf, la marionnette. Oui, si, Avec des petites Si, patounes. c'était rigolo, il avait toujours cette petite voix. Mais il mange des sandwichs surtout. Oui, bah oui, parce qu'il n'a pas le droit de manger les chats. Alors à chaque fois, il essaie de mettre Sa un chat copine dans son Zonda, sandwich, là, mais ouais. ça ne marche pas. Alors, quatrième question. Quel chanteur américain très célèbre fait une apparition dans Men in Black 2 en tant qu'extraterrestre? Michael Jackson. Oui, bravo Céline. Voilà, effectivement, Michael Jackson apparaît dans Men in Black 2 sur un écran. Cinquième question. Alors, les extraterrestres de V, les visiteurs en 1983 dans la série, prennent l'apparence des humains, mais qui sont-ils en réalité? Des gros lézards Ouais, qui mangent des canaris. qui mangent des souris. Ils ont un petit doigt plus long. Des rats. non, je crois. Alors, sixième question. Comment se nomme le film qui raconte l'histoire d'extraterrestres réfugiés depuis 20 ans sur Terre et exploités comme esclaves par une grosse compagnie qui désire utiliser leurs armes? Merde, je le sais, ça. Ah mince, moi ça me dit District rien. 9. Je connais. Oui, Ah, purée. bravo, Ouais, Julie. District Night. Ouais, Ouais, c'est comment il s'appelle le réalisateur? District de Neil Blomkamp. Exact, voilà, le sud-africain. Voilà, Alors qui ça, je est ne connais pas. sud-africain, qui a fait bien aussi. un court-métrage juste avant, qui a été vraiment incroyable, ce court-métrage, qu'il a fait avec très peu de moyens. Et donc, à partir de là, ouais. Ah, c'est une critique. C'est de celui avec l'apartheid, des mais, enfants qui voulaient faire un film au début, ou je confonds. Donc, bah, bravo les filles, c'est bien d'avoir répondu comme ça. Surtout Julie, hein. Ouais. T'as gagné. Tu réponds tout, ça, c'est moi, j'ai remarqué. toujours Julie, hein, de Ouais, toute souvent, façon. ouais. Ouais. Julie est trop forte. Voilà. C'est ça le talent. En toute simplicité. Voilà, C'est bien voilà. investi. Donc bah, j'espère que de votre côté vous avez pu trouver les bonnes réponses. Bah, sinon il faut aller visiter plus de festivals geeks. Vous avez vu, transition Voilà. à travers l'Europe et le monde. Et donc pour savoir comment choisir votre prochain festival, Bula, on compte sur toi. Bon, moi j'ai fait un petit peu le tour de l'Europe, un petit peu pour... bon, de chez moi, hein, forcément, je l'ai pas fait comme ça. Mais j'ai trouvé pas mal de festivals au travers de l'Europe. Alors, pour commencer, nous allons aller en Belgique une fois. Ouh, Tu fais super bien l'accent belge. je suis limitrophe avec la Belgique, ça va être pour ça. Voilà. Et donc, je suis tombée, donc, on va être sur Bruxelles avec deux festivals... de films. Donc le premier, l'Anima, le Festival international du film d'animation, qui dure une dizaine de jours en février. Oui, puis à Bruxelles ça doit être quelque chose parce que Ouais. la Belgique ils sont forts aussi en animation. Ah oui, oui, non, On mais est plus carrément. fort qu'eux, mais... Forcément. Oh bah si, on va dire ça. Et donc le salon, oui, Anima, donc où il y a comme un salon de films d'animation, projection de long, de court. Et dans ce salon, il y avait une projection spéciale pour les enfants aussi. Ah oui? Ouais, spécial pour les enfants. Et donc les rencontres, des conférences. Ensuite, on a le BIFFF, le Brussels International Fantastic Film Festival. Ça, c'est un des plus grands Oui. festivals au monde. De... Oui, ouais, tout à fait. Des films Alors, ça fait fantastiques. 34 ans qu'il a lieu, ce festival. Il dure 13 jours, Ouais. fin mars, début avril. Donc, alors des projections, des concours de body painting, des concours de maquillage d'horreur. Alors, si vous voulez voir des filles à poil en train de se faire peindre le corps, Monsieur, vous pouvez- Peut-être qu'on verra l'ordi. Et pour finir sur Bruxelles, on a le salon Made in Asia qui se fait à Bruxelles Expo mi-mars. Un salon qui dure 2 jours, donc un salon sur la culture pop geek asiatique. Donc ça, c'est ce qui se passe à Bruxelles. Ensuite, on a notre salon qui est sur Colfontaine, le salon Gameplay qui dure 2 jours début mai. Donc voilà, un festival culture pop, geek. Un petit salon qui est très bien, où je suis allée cette année.
Et je vous conseille de vous y rendre parce qu'il est vraiment très bien ce petit Il salon. y a quoi sur la culture geek? Alors, dedans en fait, ça fait comme un... t'as tout. Il y a des youtubeurs, il y a des web-séries, t'as des bornes d'arcade aussi. Donc, c'est jeux génial, vidéo des, aussi. Des bornes Ah, d'arcade, d'accord. des jeux vidéo. Il y a des exposants qui exposent leur... Mais eux, les créations sont steampunk. ils sont pur geek, c'est plus jeux vidéo, internet qu'autre chose. Non, c'est vraiment... C'est généraliste. Ouais, c'est vraiment généraliste D'accord. parce que t'as un peu de tout en fait. D'accord. Donc c'est pas spécialement... Et c'est où Coleman? C'est en Belgique aussi? Colfontaine. Colfontaine, Ouais, pardon. c'est en Belgique. Ensuite, en Belgique, on va aller sur Gand, où on a la Atsusakon. Ah, c'est japonais ça. Voilà, donc qui est vraiment le festival sur l'animation, animation, manga et culture japonaise, donc qui dure depuis 5 ans. Et là, par contre, vous pouvez encore y aller parce que c'est début août 2016. Ah ouais, cool. Bah tiens, je savais pas où aller au mois d'août. Et bah, tu en viens en Belgique. Belgique, à Gand. Et alors, là, on va dire le plus gros salon qui a lieu en Belgique, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le FACT. Ça me dit quelque Je chose? ne connais pas. Alors, C'est quoi en fait, ça, c'est le Comic Con belge. Oula. Il est... pour la petite histoire, J'espère le qu'ils premier... sont pas comme en France. Désolée, hein. Non, C'est ce que j'allais dire, ils vont être contents. Non, mais ce Ah, mais salon, peut-être il cette est année, très, ils vont faire des efforts, je sais Mais pas. ils le refont cette année ou pas? Oui, Ah bon, quand? bah là, c'est en septembre, je crois. Ouais, j'ai rien vu passer. Mais bon, En ils font news. plein d'annonces, j'espère que ce sera mieux que l'année dernière. Peut-être. Ah, Excuse-moi. juste Oui, donc en fait, le FACT, c'est vraiment un gros événement. C'est le gros Comic-Con belge. Cet événement a eu lieu pour la toute première fois en 1993. C'était à Gand, dans un bar, où c'est une réunion de passionnés, en fait, qui s'est faite sur 2 tables, et où il y a eu 40 personnes, en fait, où il y a eu 40 visiteurs. Et donc maintenant, donc en 2016, Ils en sont soit à 23 100 000 ans, personnes. 23 ans plus tard, ça se fait à Flandre Expo sur 40 000 mètres carrés. Donc voilà, de 2 tables Ah ouais, sont c'est passées à aussi grand 40 que 000 la mètres Japan carrés. Expo en fait. Ouais, C'est un peu, ouais. ouais. Et ça se passe le 22 et 23 octobre. Waouh. Ça, j'ai jamais eu l'occasion d'aller, mais... Mais il doit y avoir franchement. plein de monde. je sais pas Mais il y a combien. beaucoup de Ouais. monde. Je sais que l'année dernière, Doc, de Retour vers le futur, était là. Oh là là. Oh là là, génial. Ah oui. Ensuite, un autre salon sur Mons, qui est aussi assez connu en Belgique, c'est le salon Trolls et légendes. Oh là Ah là, oui, oui, ça, c'est il connu. est super connu. Ah bah oui. Et eux, c'est pas tous les 2 ans, je crois. Mais Je c'est crois que plus c'est tous les médiéval 2 ans. fantastique. Oui, voilà, exactement. Mm. C'est vraiment l'univers de l'imagination, de la Ah, ils fantaisie. font des super décors. ouais. Oui, et il y a on retrouve beaucoup d'auteurs, des dessinateurs, des illustrateurs, des spectacles, des animations. Alors ensuite. On est parti en Allemagne. Alors, en Allemagne, il y a le salon Animagic Ah, connu aussi ce. à Bonn. Mm. Donc, par contre, ça, c'est un salon qui dure une seule journée, début février. Et il fait quoi celui-là? Ah bah, c'est tout ce qui est de l'animation. Le Aussi salon Animagic, ouais, de l'animation. D'accord. Ensuite, on s'en va sur Düsseldorf, où là, on a le salon Dokomi. C'est pareil, où on est sur de C'est du l'animation et de la culture japonaise. Oh, incroyable. Un gros salon en Allemagne aussi, qui est la Gamescom à Cologne. Ça, c'est pour les jeux vidéo. Voilà. Oui, c'est- Et Oui, celle-ci, sinon, donc, elle est connue, elle est assez celle-là. importante. Elle dure Oui, 5 oui. jours au mois d'août, donc on peut encore y Bah, aller. c'est un peu le E3 actuel d'ailleurs, le E3 mais en Allemagne. Ouais. Ensuite, on est parti sur tout ce qui va être comic book, où on a à Essen le Comic Act, qui a lieu en octobre. Donc, c'est vraiment pour tous les amoureux des comic books. Donc, Essen, c'est pareil, hein, c'est pas super loin. Et on a aussi le Comic Salon, où la 17e édition donc, a lieu cette année, donc elle est déjà passée, hein, c'était du 28 au 29 mai. Et donc en fait ces deux festivals, Comic Art et Comic Salon, sont vraiment sur les comic books. La Suisse. Après on est parti en Suisse, oui mais en fait j'ai essayé plus ou T'as moins de fait faire... un escargot. Voilà. En Suisse où il y a, il y a vraiment deux gros salons, donc un à Lausanne qui est le Japan Impact. Sur le Japon, je parie. Tsunami. Ouais, c'est sur le Japon. Alors, le Japan Impact, c'est une association qui a pour but de faire découvrir le Japon en Suisse. Donc voilà, les ateliers culturels, du cosplay, des concerts, des conférences, des projections. Et ça a lieu le 20 et 21 février.
Donc ça, moi j'aime bien en fait quand c'est des conventions qui sont organisées En par plus, des, vous pouvez par faire, des fans, vous pouvez des faire du associations. ski en même temps. Et puis elle a acheté du chocolat. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ça serait bon, chocolat. Ah, il est bon en plus le chocolat Oh là suisse. là. Mmh. Si vous êtes suisse, envoyez-nous du chocolat. Oui, oui, exactement. Je vous donne l'adresse au petit.gr@gmail.com. Donc la Suisse, après bon, bah, ce fameux salon qu'on connaît tous, qui est le salon de Montreux, qui est le Polymanga. Oui. Du 25 au 28 mars. Et c'est depuis 11 ans le plus gros événement en Suisse sur la culture pop, les jeux vidéo et le manga. 35 000 visiteurs en 2015, un salon Mais qui est sur c'est sur 18 combien 000 de- m². C'est sur combien de jours? Sur 4 jours, du 25 au 28 mars. Et ils ont 35 000. Ils ont 35 000, mais c'est en fait c'est Ouais, le salon le plus pour la Suisse. Oui, hein. non, C'est non, le mais salon c'est le déjà plus bien, important hein. pour Ouais. la Suisse. C'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, moi je vois beaucoup au Polymanga, il y a toujours du beau monde en fait qui vient au Polymanga à chaque fois. Non, non, c'est vrai. Ouais, mais bon, ils sont riches, alors ils peuvent, Carrément, ils peuvent faire exactement. venir des gens. Parce que ça se paye, ça, il faut savoir. Hein, Ouais. Faire venir les invités, il faut leur payer le voyage, l'hôtel. Souvent, les Américains sont obligés de payer en plus, vraiment, parce que c'est dans leur contrat avec les Ouais. agents. Donc, c'est pour ça que souvent les signatures sont payantes. Puisque, en fait, le festival est obligé de payer pour avoir la personne comme payer un salaire, quoi. Mhm. Mais ça, c'est dans les contrats. On peut pas les faire venir gratuitement. Donc, c'est pour ça que c'est cher. En descendant un petit peu, on arrive en Italie, où là j'ai trouvé des festivals, notamment Ah. à Lucques. Donc le Lucca Comics Games, Encore. un festival international de la BD, du cinéma, de l'animation, de l'illustration et du jeu, qui a lieu du 28 octobre au 1er novembre. Ah, Donc à cool. Lucques, en Italie. D'accord. Alors, j'étais surprise de Mois d'octobre. trouver des Pour salons Halloween. en Italie. Oui, ça me C'est pour Halloween. Ouais, pour Halloween. Attends, En plus, oui, Ouais, carrément. Mm. Ah, ça doit être sympa si vous allez à ce festival puis vous nous envoyez des photos. Puis en On plus, veut il bien. faut des minestrums du tonnerre en Italie, donc goûter, c'est super. Ah, voilà. On va faire le tour geek, des festivals geek de la et de la bouffe. C'est ça, ouais, avec plaisir. Et en Italie aussi, il y a un gros salon, le plus grand festival geek en Italie, qui est le Romix. Ah, C'est la 20e. Alors, ce salon a lieu 2 fois par an. waouh. Ils sont Oui. courageux, hein. Oui, oui, donc au mois d'octobre, au mois d'avril. Donc Oh. là, il y aura une session là au mois d'octobre. Il y a Ouais. eu celle du mois d'avril. Celle du mois d'avril était la 21e édition. Donc au mois d'octobre sera la 22e édition. Ah oui, donc si tu divises par 2, ça fait 10 ans qu'ils existent, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal. Et donc j'ai noté la présence cette année, donc qui est en guest star, Gonagai. Gonagai, le créateur de Goldorak. Oui. Ensuite, on arrive en Espagne. Olé. Oui, en Espagne, où on trouve le salon international Salon Internacional del Cómic de Barcelona. Waouh. Ouais. Avec l'accent. Bah D'accord. oui, où on a eu la 34e édition cette année. Ah ouais. Oui. Ça, si avec ça, je pensais pas qu'il y avait des vieux salons geeks comme ça. Mais bon. Ben oui, moi aussi j'étais surprise de trouver ça. Oui, 34e édition. Donc elle a eu lieu du 5 au 8 mai et ça se fait sur 45 000 mètres carrés. Et en fait, le thème principal de cette année, c'était le rôle des voitures, des motos et des vélos dans les comics. Ah yes. Ah, ça doit être bien ça. T'avais la Batmobile. Ben oui, ça devait être très intéressant. Alors, est-ce qu'il y avait la Batmobile? On ne sait pas. On ne sait pas, mais voilà, en fait, c'était le thème principal. C'est le salon international del manga de Barcelona. En fait, c'est la même, quasiment la même chose. Donc, il y a une partie donc qui est comics qui a lieu au mois de mai et celle au mois d'octobre, donc qui est spécialisée donc sur le manga. Ah, ils en ont deux aussi en fait. Ils ont deux salons. Ils ont d'accord. 2 salons, ouais, et qui Ah se oui. font, qui sont en fait quasiment au même endroit. Par contre, le salon de manga est beaucoup plus gros, étant donné que là, il est à 60 000 mètres carrés de manga. Waouh, punaise, C'est ils dingue. font des salons énormes. Ouais. Quoi. 60 000 mètres carrés, d'accord. Donc celui-là, il a lieu du 29 octobre au 1er novembre, c'est la 22e édition. Ouais. Et en fait, il a pris 10 000 mètres carrés en un an. Donc en fait, il Bah ouais, grossit ça de plus en m'étonne plus. pas. Bah, Et tout ce qui est 60. manga, ça grossit. Hein. À force de manger du touron, tu prends du poids. Ah, ça- Elle va nous faire toutes les spécialités d'Europe. C'est Je vais me gêner. quoi. Allez, pays suivant, tu vas nous dire. Et en fait, pour terminer, je Ouais. suis passée au Royaume-Uni parce Tiens, que spécialité Les Ah. crumpets. Les crumpets.
je connais pas. Les crumpets. C'est des sortes de petits pains bizarres, tout mous, sur lesquels tu mets la confiture. Au Royaume-Uni, donc, on trouve le London Super Comic Convention qui a lieu Convention. Convention. Donc, il y a beaucoup. En fait, ça marche beaucoup aux États-Unis, tout ce qui est Comic Convention. Oui, donc, celle-ci a lieu 20 et 21 février, qui a lieu à Londres. Donc, à Londres, en fait, on en a deux. Hein. Il y a celle-ci, il y en a une autre dont je vais parler en dernier parce que c'est celle pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. Et il y a la Bristol AnimeCon. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est du 5 au 6 novembre. C'est organisé par Anime League. Alors, Anime League, c'est une convention qui est faite L'animation. Oui, forcément. T'as vu comme je suis bonne. En fait, elle représente la plus grosse communauté d'anime au monde. Ah bon ? Oui. C'est donc l'Anime League. D'accord. C'est une convention qui est faite par des fans, pour les fans. Et donc, ils font ce salon a lieu à Bristol, mais ils en font un aussi à Cardiff, ils en font aussi à Halcon et à Birmingham. Mais la même ? C'est le même festival. C'est le même festival organisé par l'Anime League et qui bouge en fait, sur. C'est incroyable de faire ça. C'est super dur déjà. Moi qui ai participé à la Geekopolis, de te dire déjà c'est dur. Un sur un endroit, mais en plus si on veut le bouger. Mais en fait, si tu veux, il est concentré sur de août à novembre. Hein. Donc on est au mois d'août, on est à Cardiff. Ensuite, au mois de septembre, on est à Halcon. C'est le festival Halcon à Leicester. En octobre, ils sont à Birmingham. Et 5 et 6 novembre, à Bristol. Ah bah, ils sont courageux. Hein, de faire ça sur plusieurs jours et tout. Oh là là, ouais. Et donc sur Londres, il y a ces deux grosses conventions, donc la MCM London Comic Con du 28 au 30 octobre, et il y a la prochaine là, qui arrive le 29 et 30 juillet. Alors ça, c'est vraiment celle pour laquelle j'ai le coup de cœur. Il y a de fortes chances pour que je m'y rende. Donc la London Film et Comic Con. London Film and Comic Con. Un petit reportage. Je vais essayer. Alors là, on retrouve vraiment, il y a un casting d'invités qui vient, mais c'est impressionnant. On retrouve donc il y a 5 ou 6 acteurs de Game of Thrones. 5 ou 6 acteurs de Game of Thrones. Donc il y a le King Joffrey, il y a Khal Drogo qui vient aussi. Ah oui. Odor sera là également. Il y a aussi, c'est pareil, 4 ou 5 acteurs du Doctor Who. Alors, je n'ai pas retenu les noms parce que je ne suis pas Doctor Who. Ah ouais, mais comme ils sont anglais, forcément, ils ont droit à plein d'acteurs anglais. Oui, et forcément, c'est meilleur. Il y a des boutiques dans Londres uniquement consacrées au Doctor Who. Il y a une boutique quelque part en Londres. Ouais. On va retrouver aussi Ron Perlman. Ah, c'est mon chouchou. Pardon, ah, ça y est, Julie, c'est d'un seul coup, c'est réveillé. Ah, c'est même dans les Sons of Anarchy. Dans tout. Depuis que je regardais La Bête, je suis fan absolue. Ah oui, non, mais il est vraiment génial. Il a fait plein de bouse, mais je trouve tellement beau. Tout le monde va me dire quoi ? Ah oui, moi c'est mon fantasme sexuel. C'est vrai. Vous êtes au courant. Si vous avez une tête de Ron Perlman, On va retrouver également Dolph Lundgren, ça vous parle ? Oui. C'est un acteur d'action. Mais en fait, c'était le boxeur russe. Oui, contre Rocky IV. Excusez-moi. Oui, et il y en a encore, mais il y en a des tas. Moi, je vous invite à aller vraiment voir sur la page sur internet. Donc, London Film and Comic Con qui a lieu du 29 au 31 juillet. Et moi, ce festival, c'est vraiment mon coup de cœur parce que, comme je vous l'avais dit lors de la dernière émission, le catch c'est geek. Il y a beaucoup de catcheurs qui seront présents. Des légendes seront présentes. On a 3 légendes qui sont Oxo Jim Duggan, The $1 Million Man Ted DiBiase, Art Corolli pour les légendes. On retrouve aussi des indépendants comme Rob Van Dam, Gail Kim, une très jolie catcheuse, et Colt Cabana, un très joli catcheur également. Et mention spéciale aussi pour le catcheur qui est Adam H. Copeland, qui vient aussi non seulement en tant que catcheur, mais aussi pour interpréter le rôle de Dwight dans la série Haven. Bon, bah merci Bula pour ce tour d'Europe. Et merci Céline pour toutes les spécialités européennes. Quand tu veux. De bouffe. Alors, passons aux news. Jingle. Non, attendez. Tout. Donc,
la première news que je vous répète depuis assez longtemps, c'est que on est partenaire de Place to Geek qui se déroule du 1er au 8 juillet au domaine de la Laigne en Charente-Maritime. À l'heure où je vous parle, ils ont ajouté quelques lits pour 2 personnes et vous pouvez encore réserver. Il doit rester 4 ou 5 chambres dans ce splendide gîte tout confort avec spa, piscine et une multitude d'activités geeks comme la cuisine geek, le cosplay, les jeux de plateau, l'escrime médiévale. Ah oui, je sais pas, regarde. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'escrimé? Il y a des beaux escrimeurs médiévaux. Oui, pardon. Alors, super. Rien de... Mais rien. Mais ils sont très gentils. J'ai regardé, j'étais une petite princesse pendant 2 jours, c'était très bien. Ils étaient super gentils. Il y aura cette année une escape room et un GN durant tout le séjour. Toutes ces activités sont comprises dans le prix. Oui, et si vous voulez, vous pouvez même ne rien faire et rester à bronzer au bord de la piscine ou faire du trampoline, car il y a du trampoline. Si vous ne pouvez pas réserver plusieurs jours, vous pouvez venir aux journées portes ouvertes, enfin journées découvertes plutôt, qui sont les 2 et 3 juillet pour 3€ seulement. Vous pourrez participer à toutes les activités. Toutes les infos sur placetogeek.com. Vous avez certainement vu les reportages sur le salon Japan Addict de Strasbourg. L'association Kakemono qui a fait ce superbe salon organise également un autre salon qui s'appelle Little Dolls les 17 et 18 septembre dans le 15e à Paris. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images du précédent salon sur notre chaîne PPG sur YouTube et Dailymotion. Vous pourrez réserver les billets sur leur site. Des billets à 5€ la journée et 7€ pour le week-end, ça vaut le coup quand même, c'est rare d'avoir des billets aussi peu chers sur Paris, pour une fois. C'est quoi comme festage ? Alors c'est un salon sur des collectionneurs de petites poupées qui sont grandes de 10 cm qui viennent du Japon. Tu connais toi Little Dolls ? C'est mignon comme tout. Voilà, donc c'est très spécial, ça vient du Japon et ça existe depuis pas très très longtemps, hein. Ça doit faire 3-4 ans qu'il y a la mode qui... La folie surtout c'est de faire les costumes des poupées soi-même, etc. Donc il y a plein de créateurs qui font des petits objets pour elles, c'est tout mignon, tout plein. Nos amis de Marseille organisent également un très beau festival geek, le Hero Festival, qui se déroule le 12 et 13 novembre, avec plein d'animations, de rencontres, de spectacles sur les mondes de l'imaginaire. Donc vous avez un petit peu tout, vous avez les comics, le steampunk, le médiéval fantastique, etc. Et 11€ pour les adultes pour une journée, c'est gratuit pour les moins de 7 ans. Et c'est 19€ pour tout le week-end, donc beaucoup moins cher que la Japan Expo qui est 19€ pour une journée. Bon, je vais pas taper sur la Japan Expo parce que c'est un très grand festival, enfin très grand salon où on voit beaucoup de choses, mais souvent il y a trop de monde. Il y a même du catch à la Japan Expo. Il y a du catch à la Japan Expo, c'est sympa, c'est chouette. Donc, pour revenir au Hero Festival, vous pouvez dès à présent réserver vos places sur leur site www.herofestival.fr. Voilà pour cette émission. Nous quittons. Ah, déjà triste. Ah, bah oui. Nous quittons sur la bande-annonce, non pas d'un film pour cette fois-ci, mais d'une série très très attendue de nos amis de chez Netflix, qui s'appelle Stranger Things et qui raconte l'histoire de la disparition mystérieuse d'un enfant dans les années 80 avec une conspiration du gouvernement et des forces surnaturelles. Et vous allez voir, la bande-annonce est juste incroyablement belle, avec des images de films, quoi. Ils ont vraiment des budgets incroyables pour ça. Et vraiment, ça va être, je pense, la série de l'été. Nous nous retrouvons le mois prochain avec une émission spéciale enregistrée depuis A Place to Geek avec Sidonie. Coucou Sidonie. Ensuite, nous serons... Julie te fait coucou avec la main. Oui. Oui, c'est pas très radiophonique, Oui, désolée. Ensuite, nous serons en vacances pour le mois d'août. Et d'ici là, envoyez-nous plein de mots d'amour. On adore ça sur petit.g@gmail.com. Portez-vous bien. Salut et bonnes vacances. Aloha. Au revoir. "99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative." What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one!
she knows what happened to him. And the girl?